Yo, c'est Yamired. Dans cet épisode, nous allons parler d'un archétype que j'apprécie tout particulièrement, j'ai nommé les 6 samouraïs. Alors, si je peux me permettre... Oh, salut Jérém. Salut Yamired, il me semble que tu as déjà abordé cet archétype à plusieurs reprises. Du coup, pour cette fois-ci, je te suggère d'en aborder un autre, tout autant lié au Bushido, les Shiranui. Ah, voilà une bonne idée. Et bien sûr, parler de cet archétype oblige aussi à aborder Mayakashi, mais ça, vous le savez déjà, car c'était dans le titre et la miniature de cette vidéo. Et bah voilà, tu viens de pourrir la mise en scène. Il y a bien longtemps, le pays étant divisé, la guerre faisait rage. Ce qui réveilla les Mayakashi, des esprits malfaisants ayant pour seul but de plonger le monde dans les ténèbres. Alors, un guerrier ayant étudié les arts martiaux de nombreuses écoles fondera le sien. Baptisé style Shiranui, il sera spécialement conçu pour lutter contre les esprits en se servant de la puissance des flammes spectrales. Ce dernier les affrontera donc tous, mais alors qu'il était sur le point de triompher, Yoko, la chef des Mayakashi, parviendra à enfermer l'esprit du guerrier au sein de son arme. Cependant, pour parvenir à le stopper, les esprits malfaisants avaient épuisé la quasi-totalité de leur force. Désormais, ils devront vivre cachés parmi les humains. Sortis pour la première fois en 2018 dans les Invocateurs Cachés, les Mayakashi sont des monstres de type zombie basés sur la mythologie chinoise et les yokai des esprits du folklore japonais. D'ailleurs, leur nom est un terme général utilisé au Japon pour désigner ces derniers. Oui, mais vu que tout a un double sens, Mayakashi est également un homophone de tromperie, expliquant peut-être pourquoi chaque esprit possède une forme humaine de lui-même avec un attribut identique afin de pouvoir passer inaperçu. Tout à fait. Nous pouvons donc classer ces monstres en deux catégories bien distinctes. Les formes humaines sont des monstres du main deck qui ont en commun de s'invoquer spécialement ou d'invoquer spécialement un autre monstre de l'archétype. Lorsqu'ils sont invoqués en revanche, ils limiteront toutes les invocations de l'extra deck au Mayakashi. Puis pour la seconde, forcément les yokai des monstres provenant de l'extra deck, dont pour la grande majorité des synchros qui ont en commun de ne pas pouvoir être joués en double sur le terrain. Ainsi que la possibilité de s'invoquer depuis le cimetière lorsqu'un autre synchro d'un niveau bien précis s'est fait détruire par l'adversaire. En général, c'est le niveau supérieur du synchro suivant de l'archétype. Et s'ils y parviennent, ils pourront activer un second effet. Et pour les références de chacun, c'est simple, il suffit juste de lire ce qui est écrit dessus. Allez hop, next. Oui, enfin, il serait tout de même intéressant de détailler un peu tout ça. Par exemple, Shafu, lui, ne représente rien d'autre qu'un simple cocher. En revanche, pour sa forme transformée Oborogurama, effectivement, il reprend le même nom que le yokai dont il fait référence. Selon la légende, les nuits brumeuses éclairées par la lune à Kyoto, les gens peuvent entendre des grincements provenant d'un char à bœuf. Et lorsqu'une personne vient à sortir, elle peut se retrouver face à un char fantôme avec le visage du yokai dessus. Tsukahagi et Tsushigumo sont tous deux la représentation des yokai du même nom. Littéralement traduit par araignée de terre, mais rien à voir avec Jiragumo, ils étaient décrits justement avec un corps d'araignée et une tête de démon, vivant dans les montagnes où ils capturaient des voyageurs dans les toiles pour les dévorer. A noter qu'un nom alternatif du Tsushigumo est Yatsukahagi, traduit par 8 pattes qui s'agrippent. Ainsi les deux monstres font directement référence à ce yokai. En revanche, Ajun et Tengu, eux, ont deux références bien distinctes. Le premier est le roi démon du 6e ciel, issu de la mythologie bouddhiste, chargé d'écarter les croyants des enseignements de Bouddha. D'ailleurs une belle référence sur cette carte, et qui tient dans sa main un sceptre Kakara et un coquillage. Des objets propres aux prêtres bouddhistes qui eux à l'inverse ont pour mission de guider les croyants à suivre le bon chemin. Tengu, lui, est une référence directe au yokai du même nom, mi-oiseau, mi-démon, mi-divinité simiesque par ailleurs. Au sein du bouddhisme, ils ont longtemps été considérés comme les perturbateurs, les annonciateurs de guerre, ce qui montre que Konami n'a pas choisi de rapprocher Ajun et Tengu par hasard. Taki pourrait être basé sur Daji, une femme renarde qui était la compagne préférée du roi, vous m'excuserez pour la prononciation, Dixin, dernier de la dynastie Shang en Chine ancienne. Nous pouvons ainsi dire qu'il s'agit d'une femme fatale. Pourquoi me direz-vous? Car elle aura su à elle seule faire tomber l'empire en place, conduisant
temps à changer de régime. Yoko, elle, sera davantage inspirée du kitsune, des yokai à l'allure de renard que l'on retrouve dans le folklore japonais. Ces derniers ont aussi la possibilité de se transformer en une charmante femme afin de mieux duper les humains. Après, nous pouvons noter aussi que beaucoup de ces yokai trouvent aussi une inspiration dans le bouddhisme. C'est pourquoi Konami a pu très bien lier ces deux cultures, la culture bouddhiste et la culture yokai nippone. Le lien entre ces deux cartes fait sens. Et une petite parenthèse, son niveau 9 est certainement une référence à ces 9... Bref, tout le monde a déjà vu Naruto. Ensuite, Yasha, pour les Yaksha, une vaste classe d'esprits de la nature, généralement bienveillants issus du bouddhisme, mais parfois malicieux ou capricieux. Cette référence sur la carte est d'autant plus poussée qu'il tient dans sa main des perles de prière, propres aux moines bouddhistes. Gashadokuro lui représente le yokai du même nom. Sa représentation en peinture, diffusée dans des musées, est une référence lorsque l'on parle de yokai. Ainsi, il s'agit d'esprits composés d'ossements de personnes mortes au combat, afin de reprendre la forme d'un squelette géant. Ces derniers errent après minuit, attrapant les voyageurs solitaires pour leur arracher la tête, boire leur sang, en plus d'être invisibles et indestructibles. Pour conclure, Mayakashi est la transposition en archétype du lien qui unit les légendes du folklore japonais et leurs inspirations originelles que sont les mythes du bouddhisme. Ce transfert s'opère ainsi par le biais de synchronisation. Ouais, mais il y a aussi un autre type de monstre dans l'extra deck. Oui, et enfin Yuki Musume, qui n'est autre qu'une appellation de Yuki-Una sous sa forme de jeune fille. Et elle correspond à ce monstre du même nom qui n'est pas une synchro cette fois-ci, mais un link existant en 3 versions différentes. Apparaissant en kimono les nuits de Blizzard, elle désigne littéralement femme des neiges, notamment connue pour être la personnification de l'hiver, ce qui peut grandement justifier de nombreux flocons et la glace autour d'elle. Bon, avec tout ça, il serait peut-être temps de passer maintenant à un archétype un tout petit peu plus chaud. Un siècle après la défaite des Mayakashi, le pays semblait désormais en paix. Pourtant, ces derniers avaient bel et bien retrouvé une grande partie de leur pouvoir. Mais ils ne pouvaient les utiliser qu'une fois la nuit tombée. Fort heureusement, le clan Shiranui était toujours présent afin de protéger secrètement le monde du retour de ces esprits. Forgerons créaient jour et nuit de nouvelles armes toujours plus puissantes et Maître Esprit s'occupait de leur insuffler les pouvoirs du clan. L'arme du tout premier membre se transmettait de génération en génération à celui qui serait désigné comme son digne successeur, qui est actuellement nul autre que Samouraï. Mais malgré tous les efforts de ce dernier durant de nombreuses années, les Mayakashi redevenaient de plus en plus puissants. Alors Samouraï se synthétisera avec l'esprit de son épée afin que tous deux ne fasse plus qu'un. Malheureusement, même s'il disposait désormais d'une puissance incroyable, Yoko ne comptait pas subir une nouvelle défaite et manquera de le tuer. Solitaire, un autre membre du clan viendra rapidement au secours de son ami et l'emmènera au temple qui fut rapidement encerclé par la totalité des esprits malfaisants. La situation étant désormais critique, Maître Esprit et Solitaire useront de leur magie afin d'ouvrir le portail Samsara, permettant aux créateurs du clan de revenir temporairement de l'au-delà. Les Mayakashi, sous le choc du retour de celui qui les avait presque exterminés, ne pourront rien faire et seront désormais définitivement scellés dans ce même portail. C'est en 2016 dans les Destructeurs de l'Ombre que sortiront pour la première fois les Shiranui et 3 ans plus tard dans l'Attaque Sauvage qu'ils recevront un support assez conséquent. Comme les Mayakashi, les Shiranui sont basés essentiellement sur l'invocation synchro en plus d'être des monstres zombies. Cependant, eux sont tous d'attribut feu. D'ailleurs, cette combinaison de caractéristiques pourrait s'expliquer tout simplement par la traduction japonaise de Shiranui, désignant entre autres des feux follets. Dans le folklore local, ce sont en gros des fantômes de flammes bleues. Attends, t'as bien dit flamme bleue? Chienne? Oui, mais rien à voir. Ok, mais est-ce que t'as remarqué qu'en anglais, et seulement en anglais, tous les membres de cet archétype n'ont que des S comme initiales, pouvant rappeler non pas une mauvaise période de l'histoire, mais un autre archétype très emblématique. Sky Striker, Sword Soul, Samouraï Supralourd. Ah, tu m'énerves. Après, si vous voulez une belle référence, ce style de coup de situation s'inspire du Tsubame Gaeshi, la célèbre attaque hirondelle du légendaire Sasaki Kojiro qui lui a grandement inspiré le 6 samouraï Hiru et lui aussi a sa carte à l'image de cette attaque. Ah, tu vois qu'il y a donc bien un lien avec les 6 samouraïs. Oui, bon, toujours est-il que ce ne sont pas des guerriers. Bon, d'accord. Pour la grande majorité, ils joueront avec le bannissement. D'ailleurs, lorsqu'ils le seront, ils déclencheront un effet. Aussi, les épées spectres, les 2 seuls synthoniseurs de l'archétype, limiteront toutes les invocations spéciales à zombies. Oui, uniquement zombies et pas du tout guerriers. En même temps,
le premier permet tout simplement de faire une invocation synchro depuis le cimetière, rien que ça. D'ailleurs, pour se combiner à eux, nous trouverons les monstres du main deck, qui seront quasi tous de niveau 4 et représenteront une classe ou un métier de l'ère médiévale japonaise. Par exemple, le forgeron pour le forgeron, le maître esprit pour le moine shintoïste et le solitaire pour le vagabond. Aussi, comme les Mayakashi, presque tous les autres correspondront à au moins un monstre de l'extra deck, mais au lieu d'avoir une apparence totalement différente, ils seront simplement équipés d'une épée spectre. Nous avons ainsi maître de l'épée pour saga épée, samouraï pour saga samouraï, qui a également une forme évoluée dans saga shogun où il fusionne avec le monstre en arrière-plan des épées spectres, qui a d'ailleurs lui aussi une version synchro pour saga soleil. Et pour finir, écuyère, dont le nom d'origine semble se référer au clan Monobe, connu pour avoir lutté contre la diffusion du bouddhisme au Japon, expliquant peut-être pourquoi les Shiranui sont les ennemis naturels des Mayakashi. À ce propos, il est assez drôle de noter également que le nom d'origine de saga écuyère, sa version synchro, n'est autre que Ayakashi, un yokai marin faisant directement référence au premier archétype. Et donc comme elle aime beaucoup les Mayakashi, elle a également copié Yuki Onna en obtenant elle aussi une version Link. Oui, alors bon, pour le lore, on va peut-être laisser faire Yamired. Plusieurs années après la seconde défaite des esprits malfaisants, une nouvelle Mayakashi émergera. Bien qu'elle ne soit pas très puissante, à force de tentatives, elle parviendra à ramener Yoko sous sa forme humaine. Cette triste nouvelle parviendra donc aux oreilles des membres du clan Shiranui. L'héritier actuel étant devenu bien trop vieux, devra donc s'efforcer à former la nouvelle héritière, qui elle n'a jamais vraiment connu cette menace. Ne sachant pas vraiment manier d'autres armes que son naginata, l'écuyère aura énormément de difficultés à se servir de l'épée, jusqu'au jour où à force d'entraînement, cette dernière évoluera, lui permettant ainsi de reprendre l'héritage Shiranui. Mais en parallèle de ces entraînements, cela faisait également plusieurs mois qu'elle s'était liée d'amitié avec une mystérieuse femme, qui n'était autre que Yoko sous sa forme humaine. Cette dernière était très curieuse des enseignements du style Shiranui, et avait posé de nombreuses questions à l'écuyère qui lui fournira généreusement toutes les réponses. Puis, lorsque Yoko apprit qu'elle était enfin parvenue à maîtriser l'épée, elle lui avouera qu'elle aussi a un pouvoir. Et si elle en emprunte son naginata, ces deux armes pourront fusionner en une nouvelle qu'elle maîtrisera à la perfection. Ce que donc elle fera sans aucune hésitation. Immédiatement après, désormais connectée au pouvoir Shiranui, Yoko parviendra à retrouver sa forme d'antan. Comprenant son erreur, l'écuyère engagera le combat. Quand soudain, un froid glacial tel un hiver arrivera. La nouvelle Mayakashi parviendra elle aussi à se métamorphoser. Désormais baptisée Yuki Onna, elle interrompra les deux autres femmes dans leur affrontement en gelant le naginata, ce qui renforcera son pouvoir. Puis elle attirera petit à petit l'arme vers elle. Et même si l'écuyère tentera d'user de la seconde arme de son maître, il était déjà trop tard. Une fois en main, l'arme du premier Shiranui brillera de flammes bleues glaciales. Alors le monde plongera peu à peu dans les ténèbres éternelles. Le deck Mayakashi a pour spécificité de se jouer rapidement et permet, avec deux monstres, un synthoniseur d'Aki et un monstre de niveau 1, de commencer le combo pour ramener l'ensemble des synchros Mayakashi une à une sur le terrain. La force de ce deck réside dans ses effets. Par exemple, lorsque Gashadokuro est détruit par effet, Yoko s'invoque spécialement en bannissant un monstre de type zombie du cimetière, puis s'active son second effet qui permet de détruire un monstre sur le terrain de votre adversaire. Shadokuro, lui, a le même effet mais pour les monstres liens Mayakashi et devient non affecté par les effets de cartes. Couplé à ces effets de monstres intéressants qui viennent combler le manque de combos pendant votre tour, s'ajoutent des cartes magie et piège. La magie continue permet de bénéficier de la faculté d'invoquer spécialement les Mayakashi depuis votre cimetière pendant votre tour ou de piocher. La piège continue permet d'activer plusieurs effets lorsqu'un monstre Mayakashi est invoqué spécialement depuis le cimetière. Cet effet est par ailleurs intéressant à combiner aux effets de monstres synchro pendant le tour de votre adversaire. Et enfin la magie normale permettant simplement de tutoriser ou d'envoyer du deck au cimetière une carte Mayakashi. Ce deck manque malheureusement de stabilité et n'a jamais pu s'imposer ou même être représenté dans un format
compétitif. Son engine n'a été exploité dans aucun autre deck zombie, car elle requiert trop d'utilisation de synchro Mayakashi, et par l'effet de son synthoniseur, vous serez vite bloqué en monstre Mayakashi qui malheureusement n'offre pas assez de negate ou d'interruption pour avoir un tour 2 serein. Ainsi, votre seule chance est d'ajouter à ce deck une option intéressante, la tour d'ossement. Elle vous permettra notamment de meule l'intégralité du deck de votre adversaire au premier tour si vous pouvez passer entre les hand traps. Les Shiranui, quant à eux, se jouent également beaucoup avec le cimetière, mais d'une toute autre manière. Ainsi, ce deck offre la possibilité de faire des invocations synchro depuis le cimetière. Les monstres utilisés comme matériel synchro sont bannis et peuvent activer un effet au bannissement. Destruction, protection, pioche, augmentation d'attaque ou encore ajout du cimetière à la main. D'un autre côté, les monstres invoqués par synchro peuvent activer des effets en bannissant des monstres zombies du cimetière, ce qui déclenche également les effets des monstres bannis, et ont également la possibilité de ramener des monstres bannis au cimetière, comme la piège continue style Samsara Shiranui qui permet de bannir un monstre zombie sur le terrain pour protéger de tout dommage pendant un tour, ou de ramener 2 monstres bannis au cimetière pour piocher un. Shiranui en tant que deck a eu la possibilité de briller à quelques reprises en tournois régionaux entre 2016 et 2019. Ainsi, nous avons pu voir Brian Melkor faire un top 16 au régional de Lima au Pérou. Nous avons également The Bratton, arrivé premier au Spokane de Washington en 2016, qui a proposé une version du deck qui a intégré la fusion Chevalier Gemme. Toutes les versions de Shiranui dépendent également des cartes génériques zombies qui permettent d'accélérer le deck comme Unizombie ou encore Gozuki et Mezuki. Toutefois, dans l'archétype Shiranui s'est imposé une carte qui est aujourd'hui jouée dans une très grande majorité de decks zombies. Je parle bien du solitaire. Ainsi, même si le deck Shiranui est peu à peu oublié et moins joué, il laissera son empreinte grâce à un des extenders zombies des plus efficaces. Depuis de nombreuses années, le pays de nouveau divisé et plongé dans les ténèbres semblait en avoir définitivement terminé avec sa légendaire période de paix. Mais alors que tout espoir d'un avenir meilleur n'était devenu que fiction, un mystérieux héritier du clan Shiranui rassemblera 100 autres valeureux guerriers et avec, il parviendra à éradiquer définitivement le monde des Mayakashi. Cependant, la légende raconte également que depuis, il ne sera plus jamais le même. Et voilà, cette vidéo est désormais terminée, j'espère qu'elle vous aura plu, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire. Ah, et pendant que j'y pense, pour ceux qui auront la chance d'être au CDF cette année, sachez que j'y serai également. Donc si vous voulez passer me faire un petit coucou, ce serait sympa, je devrais porter une casquette un peu similaire. D'ailleurs, en parlant de casquette, un grand merci à Jirem de la Decahouse pour son énorme participation. Sur sa chaîne, il aime beaucoup parler du trivia lors de plusieurs archétypes. À ce titre, je vous recommande de faire un petit tour sur sa chaîne. D'ailleurs, dans le thème des monstres en arme blanche d'attribut feu, cette vidéo devrait être faite pour vous. Maintenant, si vous souhaitez poursuivre le possible futur du lore de cette vidéo, ce sera là. Allez, ciao! Attends, mais du coup, t'aurais quand même raccordé le lore des 6 samouraïs à cette vidéo? Tu serais pas un Mayakashi déguisé en humain, toi? Oups.